J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacqueline Felzin. Vous êtes enseignante et neuropédagogue spécialisée donc dans le TDAH. Éric Thuron-Lago, vous êtes psychologue. Nathalie Laruelle, vous êtes intervenante en psychopédagogie et professeure de technologie dans un collège rural. Vous accueillez dans votre classe des enfants TDAH. Gabriel Val, vous êtes pédopsychiatre et auteur. Cécile Marnet, vous êtes psychologue et TDAH. Alors, y a-t-il des traitements au TDAH ? Le pluriel s'impose. En tant que médecin, j'avoue que j'ai une préférence pour le traitement médical, parce que j'ai constaté très simplement qu'il était remarquablement efficace. Si on compare le psychotrope méthylphénidate sur le TDAH avec tous les autres psychotropes, les médicaments contre la dépression, contre la bipolarité, contre la schizophrénie, c'est l'un des plus efficaces. C'est l'un qui apporte le plus de satisfaction primaire aux médecins primaires que je suis, c'est-à-dire faire une ordonnance pour la consultation suivante, une grande satisfaction familiale et éventuellement une grande satisfaction de l'enfant ou de l'adolescent. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement, en fait? Parce que ce sont des amphétamines qui ont un effet paradoxal sur le cerveau, qui vont activer l'inhibition. C'est-à-dire, chez une personne lambda, ce ne sont pas des amphétamines. Nous rendent hyperactifs, en fait. Et chez une personne TDAH hyperactive, ça va avoir l'effet inverse. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. À tel point qu'un jour, j'ai un papa qui m'a dit, en fait, je pensais que c'était un calmant, ce truc-là, parce que mon enfant est plus posé. Et donc, je lui ai dit, non, c'est un excitant, en fait. Et il m'a dit, en fait, comme je ne vous croyais pas, j'ai pris la dose de mon fils. Et il m'a dit, j'ai passé une journée de dingue. Et je lui ai dit, voyez, je vous avais dit que ce n'était pas un calmant. C'est vraiment un excitant, c'est un psychostimulant. D'ailleurs, ça coupe la faim, entre autres. Mais c'est ça qui fait peur aux gens aussi, dans tout le délire qu'on entend contre les traitements médicamenteux du TDAH. C'est la peur, parce qu'il y a une incompréhension du mécanisme, en fait. Paradoxal, oui. Oui, et puis c'est un effet paradoxal, c'est que ça vient activer les inhibiteurs qui ne fonctionnent pas. En fait, je pense qu'il est extrêmement pertinent de dire que ça active l'inhibition, plutôt que de dire que ça calme. Avec le fameux on drogue nos enfants, on assomme nos enfants, on a des enfants zombies. En réalité, les enfants zombies, ça peut arriver avec le méthylphénidate sous des formes diverses et variées, parce que certaines formes du traitement, il en existe 4 à ma connaissance. Quand elles sont trop dosées, oui, en France, quand elles sont trop dosées ou mal dosées, on va avoir des enfants qui sont, chez certains, avoir un effet un petit peu justement éteint ou qui n'est pas satisfaisant justement. Mais en règle générale, on a quelque chose qui fonctionne très très bien et qui satisfait le médecin que tu es, mais vraiment qui satisfait les familles, vraiment. Enfin, et l'enfant. Oui, enfin, quand je dis les familles, c'est la famille, c'est-à-dire que l'enfant est... Tu le confirmes? Oui, complètement, puisque les enfants, souvent, ils ressentent un soulagement quand ils ont enfin cette prise en charge donc médicale qui va soutenir quand il y a des psychothérapies associées, parce que le meilleur, c'est d'associer et le traitement médicamenteux et la psychothérapie. Mais déjà, pour l'enfant, souvent, c'est un soulagement, parce qu'enfin, il peut accéder à tout ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Et donc, effectivement, ce n'est pas une amphétamine, c'est vraiment un psychostimulant, au même titre que le chocolat ou le café, par exemple, qui sont aussi des psychostimulants. Et donc, en termes de mécanisme, on va avoir donc ce méthylphénidate qui va empêcher la recapture des neurotransmetteurs qui ne pouvaient pas faire leur travail correctement. Et donc, en fait, on a une normalisation du fonctionnement cognitif. Et c'est ça que permet le méthylphénidate, c'est la normalisation du circuit des neurotransmetteurs. Et donc, là, l'enfant peut accéder à ces fonctions exécutives auxquelles il n'avait pas accès et donc sans le accéder traitement. aux apprentissages et pas passer à côté de sa scolarité, etc. Exactement. La littérature le dit, c'est quand même le traitement qui est le plus efficace pour la gestion du trouble. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de jeunes qui veulent plus le prendre à certains moments de leur vie. Par exemple, certains ados, prendre tous les jours un cachet, c'est pas trop leur truc. Les adultes aussi, parfois, ils n'ont pas envie tout le temps de prendre ce traitement, donc ils ont aussi besoin d'avoir d'autres alternatives possibles. Et puis moi, je connais quand même certains gamins qui veulent pas le prendre parce qu'ils disent ne pas se reconnaître. C'est-à-dire que finalement, ils aiment bien ce côté qu'ils ont, un peu hyperactif. Et donc du coup, il y a parfois certains jeunes qui, du coup, se sentent mieux avec leur personnalité TDAH qu'avec la correction médicamenteuse. Moi, j'ai eu un jeune garçon qui me disait
Moi, j'ai arrêté de le prendre parce que le contrôle que j'opérais sur moi faisait qu'en classe, quand il y en avait un qui sortait une blague ou un truc, ça me faisait plus du tout rire ou je réagissais plus. Et il m'a dit, je n'avais plus mes copains. C'est-à-dire que mes copains étaient avec moi parce que je les faisais rire, parce que je faisais des choses un petit peu décalées, voire même franchement décalées. Donc j'avais une cohorte autour de moi qui était bien sympathique et je faisais rire ou j'animais. Maintenant, avec le traitement, j'anime plus. Alors, c'est très compliqué. Et donc, il me disait, moi, je me reconnais pas et j'ai l'impression que c'est plus moi. Donc, j'arrête. Mais ce qui est intéressant avec le méthylphénidate, c'est qu'on peut aussi choisir de le prendre, de ne pas le prendre. Il n'y a pas de phénomène d'accoutumance que par d'autres psychotropes. Par exemple, si on arrête, il faut arrêter de manière extrêmement douce et progressive. Là, c'est pas du tout le cas. Et donc, comme un certain nombre de signes disparaissent ou s'atténuent à l'âge adulte, vous pouvez aussi, en fait, c'est un passage transitoire qui permet justement d'accéder à une psychothérapie, d'accéder à la psychoéducation, avant de retourner la pièce, etc. Et après, on peut s'en passer. On peut apprendre à s'en passer. En fait, moi, je mettrais pas les choses comme ça. Je dirais que finalement, à partir du moment où vous connaissez bien votre trouble et que vous arrivez à être dans un environnement dans lequel il n'est plus un obstacle, mais dans lequel vous pouvez utiliser les bons côtés du TDAH, à ce moment-là, le besoin du traitement ne se fera plus sentir. C'est-à-dire que si vous avez un milieu qui est stimulant, que vous n'avez pas obligatoirement beaucoup de hiérarchie, pas à faire de l'autorité, enfin bon, voilà. Des collègues compréhensifs. Voilà, donc à ce moment-là, du coup, l'utilité du traitement peut être moins importante si vous avez aussi des stratégies à côté. Mais quand même, ce qu'on constate chez les adultes, parce que moi j'accompagne beaucoup d'adultes, c'est qu'ils vont quand même réutiliser le traitement à des moments qui sont des moments importants, par exemple quand ils changent de travail et qu'ils ont besoin à un moment de remettre en place des choses qui soient plus de l'ordre de l'organisation, le temps que certains automatismes se mettent en place. Et puis après, il y a des gens qui vont l'utiliser pour certaines tâches. Moi, par exemple, quand je suis en consultation, je n'ai pas besoin de ma Ritaline. Par contre, si je dois faire un compte-rendu dans lequel je dois rentrer des données chiffrées extrêmement précises, là, c'est sûr que j'ai besoin de mon traitement pour pouvoir me concentrer d'une manière qui est adaptée. Donc, je pense que voilà, l'utilisation après, c'est une utilisation qui peut être intéressante à condition, et ça, c'est vraiment, je pense, nous, l'utilité de la psychothérapie, c'est l'acceptation du trouble. C'est la manière de la psychoéducation, l'empowerment, c'est-à-dire la manière dont la personne va pouvoir vivre avec son trouble, mais on ne vise pas la même chose que le traitement. Le traitement, son efficacité, c'est la régulation attentionnelle, la planification. Nous, on peut aider dans les compensations, dans l'acceptation, dans la gestion des émotions, mais je pense que c'est vraiment une complémentarité, mais en aucun cas, on ne peut substituer un travail par l'autre. Enfin, je parle sous ta... Oui. Ma responsabilité, elle est atténuée. Mais je le formulerai autrement. Je dirais que ce n'est pas un médicament qu'on prescrit dans une logique médicale classique pour guérir une maladie. C'est un médicament que l'on prend dans une logique d'objectif. Donc, je dis à mes ados, par exemple, si lundi, tu as 3 interros, t'en prends le dimanche. Si mardi, tu as un cours sympa et un autre cours qui t'intéresse moins, mais de toute façon, tu t'en fiches, tu le prends pas le mardi. Et pour les adultes, c'est pareil. Moi, j'ai par exemple un commercial. Le TDAH, c'est une vertu. C'est une vertu. Il a de la convivialité, du dynamisme. Il a vendu ce qu'il a à vendre avant même de montrer l'objet, quasiment, tellement il a de la convivialité et du dynamisme. Mais il doit faire un rapport par mois. Et ce rapport, avec le traitement, 3 heures, sans le traitement, 2 week-ends. Donc, logique d'objectif, il prend son traitement, etc., etc. Et je voudrais ajouter un point important, parce qu'on a parlé d'amphétamine, c'est pas comme les amphétamines, ce serait un peu compliqué d'expliquer pourquoi, mais ça ne doit pas être rapproché des amphétamines sur le plan strictement neurobiologique, mais surtout, ça doit être distinct des amphétamines sur le plan clinique, parce que c'est un médicament qui n'est pas très agréable, qui n'est pas très confortable. D'accord. Quand quelqu'un prend ce médicament, il le prend par rapport à un objectif scolaire, pour, par exemple, remplir un rapport, pour réussir un examen. Mais moi, je n'ai jamais vu un seul ado me dire « j'adore le prendre quand je vais à la plage ». C'est ça, l'effet inverse. C'est un médicament plutôt désagréable. Donc, en fait, il y a même un prix à payer. Et je parle parfois de rapport qualité-prix, c'est-à-dire effet recherché sur effet secondaire. C'est-à-dire, pour atteindre l'effet recherché, scolaire ou autre, on doit payer quelques effets secondaires éventuels. D'ailleurs, j'ai jamais vu de personne chercher un quart de Ritaline sous le canapé, contrairement à des produits stupéfiants. Ah bah non. Enfin, il y a quand même un mythe. Il n'y a pas d'addiction, en fait. Mon record, si j'ose dire, d'anti-addiction, c'est une histoire formidable.
Nous sommes dans une cuisine, il y a une gélule de Ritaline ou autre, le soleil arrive et le papa voit une gélule comme si elle était vide. Le soleil semble la traverser. Et en fait, il a découvert que l'adolescent évidait les gélules tranquillement pour pouvoir faire semblant de les prendre. Et comme ça, il y avait une duperie extraordinaire parce qu'il estimait, à tort ou à raison, probablement à tort, que la convivialité, la bonhomie, le plaisir des TDAH l'emportaient sur les objectifs scolaires. Par rapport à ce que tu disais sur l'aspect performance, je pense quand même il faut rappeler que le traitement est quand même protecteur par rapport aux addictions. C'est ce que j'allais dire. Il est aussi protecteur par rapport aux troubles aussi qu'on peut avoir à cause de l'impulsivité. Et donc du coup, il n'y a pas que la performance par rapport aux devoirs. Et je pense que ça peut peut-être rassurer aussi les familles. C'est-à-dire que quand un enfant prend ou un ado prend correctement son traitement parce qu'il a une bonne adhésion, ça le protège. Une protection Aussi, sociale. voilà, ça le protège des risques parce que il est capable justement de différer son plaisir, il est capable de résister à la tentation d'avoir accès à plein de choses. Si on prend le risque d'accident de voiture, eh bien, il est donc plus important pour les TDAH, mais il revient à la norme pour les TDAH qui prennent un traitement. Très bien. Donc, Alors, on devrait même le recommander aux chauffeurs. Lorsque l'environnement du jeune a été plutôt défavorable, c'est-à-dire que chaque fois qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas, et c'est fréquent, on lui a rappelé tout un tas de trucs, l'image de soi va être gênée. Et c'est pour ça que c'est très important, voire très intéressant, de proposer le traitement jeune, parce qu'on va avoir une construction de l'adolescent de la personnalité qui va va pas être obérée par la perte de voilà, l'estime de c'est-à-dire soi. que je vais pas passer mon temps à entendre Kevin, je prends Kevin parce que Kevin, arrête de bouger sur ta chaise. Kevin, ne sors pas de table comme ça. Kevin, qu'est-ce que c'est que ce carnet de... Voilà. Donc Kevin aura appris, grâce au traitement, à ce qu'on arrête d'appeler son nom tout le temps quand il faisait quelque chose qui n'était pas adapté, et donc se construire comme non pas quelqu'un qui est tout le temps mis en défaut, mais comme quelqu'un qui peut être compétent, performant, Oui, pertinent. il va pouvoir se construire Eh ben, indépendamment de son trouble. Je dirais que c'est un outil indispensable. Néanmoins, la prise en charge pluridisciplinaire est aussi nécessaire. Autrement dit, ce traitement médicamenteux associé, parce que malheureusement le trouble déficitaire d'attention n'est pas un trouble isolé, on va avoir malheureusement des comorbidités, notamment par exemple des troubles d'acquisition de la coordination, un trouble des fonctions exécutives qui se surajoute avec un trouble oppositionnel, et potentiellement un trouble du langage oral, qui ne se traduit pas nécessairement par une dysphasie, mais des difficultés en fait de connexion entre la traduction lexico-sémantique, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir des troubles de l'évocation qui vont l'amener à avoir des difficultés à s'exprimer, et des troubles de l'organisation, la structuration narrative, avec un débit très rapide, un récit complètement déstructuré et qu'on n'arrivera pas à comprendre. Donc le traitement médicamenteux, oui, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Je pense que il faut aussi donc abonder de prise en charge pluridisciplinaire et la mise en place de stratégies cognitivo-comportementales. Une fois que le traitement médicamenteux est posé, mis en place, quelle est la seconde jambe du traitement? Après vous avoir tous auditionné, vous m'avez parlé de psychoéducation. C'est très important d'en parler parce que c'est pas du tout dans la culture française en fait, où au contraire, dans la culture française, on fait confiance au monsieur ou la dame en blouse blanche qui part d'une manière très très obscure et qui va vous être à des kilomètres stratosphériques et vous écraser de sa toute puissance pénétrante et profonde et qu'on ne comprend rien ce qu'il raconte. Alors là, vous avez une attitude totalement inverse qui dit qu'il faut que les personnes comprennent le sens de ce qu'ils vivent et de leur mode de fonctionnement et que c'est la première étape du traitement en fait. Tout à fait. Il est important en fait d'expliquer et d'exposer clairement. Alors je jargonne énormément lorsque j'accompagne des adultes ou des enfants ou des adolescents pour leur expliquer en fait qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau et pourquoi en fait ils perdent les commandes de ce formidable concorde. Dès lors que ils comprennent qu'en fait ils sont un peu conduits par cette impulsivité, ils vont chercher en fait à s'auto-réguler et au moyen en fait de stratégies comportementales. Alors il en existe plusieurs, notamment l'aide à la planification avec
avec la récompense immédiate, la satisfaction, pour pouvoir ensuite la différer petit à petit. Ces stratégies cognitivo-comportementales, elles existent outre-Atlantique, elles viennent petit à petit en France. C'est essentiel de pouvoir cerner exactement ce qui se passe dans ce cerveau, comment la planification peut opérer. Parce que ce qui est absolument exceptionnel, c'est que dès lors qu'on met en place une stratégie comportementale, la notion de plasticité, c'est la capacité que le cerveau a de pouvoir en fait encoder une nouvelle façon de faire et de voir que finalement on n'est pas condamné nécessairement à l'échec par rapport à ces conduites. Alors moi, ce que je fais pour ma part, c'est que je vais doubler la prise du traitement avec l'aide aux parents sur la compréhension du trouble de leur enfant. Parce que souvent, il y a un des deux parents, souvent la maman, qui est plutôt acquise à la cause, c'est-à-dire que elle a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'éducatif. Par contre, souvent chez les papas, ce qu'on va avoir, c'est oui, mais en fait, il n'y a pas de problème. Ce que fait mon enfant, c'est normal, d'autant plus si j'étais comme ça plus jeune. D'accord ? Donc, c'est important de pouvoir rappeler ce qui est du normal ou de ce qui est acceptable, de ce qui est excessif, en fait, puisque la gêne va résulter de l'excès des manifestations. Et quand on l'explique aux parents, et quand après on va leur donner soit des grilles de lecture, parce que ça aussi c'est vraiment important, soit des aides à gérer certaines situations, je pense le brossage des dents, c'est un truc assez compliqué, ça peut être le repas. En gros, c'est pacifier la vie familiale aussi. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en complément d'un traitement qui va notamment agir pendant 8 heures, on va avoir à la maison besoin d'une régulation pour effectivement avoir moins ces tensions, parce qu'elles arrivent aussi à un moment où l'enfant se construit. C'est dommage, je trouve, de se construire avec ces images tendues. Dans le conflit permanent, bien sûr, et dans une mésestime de soi. Oui. L'accompagnement de la famille, elle est d'autant plus important que souvent la famille, elle interagit avec l'enfant à un moment où le traitement n'est plus efficace. Puisque finalement, le traitement, on le donne pendant la journée. Et que le soir, on a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on a un moment où en fait l'enfant, quand le traitement chute, enfin s'arrête, il y a un moment une exacerbation finalement des manifestations comportementales, pas toujours, à certaines reprises, ou alors on peut avoir d'autres effets, c'est-à-dire des enfants qui se contiennent beaucoup à l'école, mais qui du coup se lâchent à la maison. Et là, c'est vrai qu'actuellement, dans la littérature, on a 2 types d'accompagnement des familles. On a d'un côté ce qu'on appelle les programmes d'éducation aux habiletés parentales, dans lequel on va donner des stratégies effectivement par rapport à l'utilisation de récompenses, des choses qui sont assez comportementales. Et puis après, on a un autre versant qui est beaucoup plus développé à l'étranger et moins en France, qui sont ce qu'on appelle les approches qui sont plutôt basées sur les collaborations, les approches de collaboration et de résolution de problèmes, qui sont davantage développées dans les pays du Nord et aussi aux États-Unis, et qui, on pense, auraient quand même un effet plutôt sur des enfants pour lesquels le climat à la maison est extrêmement dégradé. C'est-à-dire que finalement, on pense que les approches qu'on appelle d'entraînement aux habiletés parentales, comme la méthode Barclay, marchent bien quand finalement on a des parents qui sont déjà assez à l'écoute de l'enfant, qui sont dans une forme de bienveillance. Mais quand il y a vraiment des tops ou un climat extrêmement dur, à ce moment-là, la littérature a l'air de dire que finalement, ce sont les approches collaboratives qui pourraient être le plus adaptées. Donc, on a quand même des outils d'accompagnement. Mais bon, c'est vrai qu'après, ce que tu disais, finalement, on ne peut pas dire le TDAH. Il y a des enfants TDAH dans des familles, et donc là, c'est vraiment à nous aussi de nous ajuster pour trouver quel est l'outil qui va être le plus efficace pour une famille donnée. Ça revient à aider la personne et sa famille, son entourage, à comprendre le mode de fonctionnement. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'on dit, il y a une grille de lecture. C'est-à-dire qu'à partir il y a des études qui ont démontré, en plus, c'est vachement rigolo récemment, que finalement, les enfants ne sont pas toujours très bons pour attribuer des émotions sur leur père, mais les parents sont assez mauvais dans l'interprétation des émotions de leurs enfants. Et donc finalement, les parents parfois font des erreurs d'attribution, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre pour de l'opposition un comportement qui est plus de l'ordre de la frustration, de l'impuissance, de la lassitude. Et donc du coup, ça crée un petit peu une dynamique où le parent va se sentir en difficulté, va perdre un petit peu lui aussi son sentiment d'être compétent pour la gestion de la situation. Et ça peut créer aussi des conflits, des situations qui sont extrêmement tendues. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des situations sur lesquelles on peut intervenir. Notamment, moi je considère que c'est un mythe,
le fameux mythe de « il nous pousse Oui, à bout oui, Et oui, en tout à fait, fait. l'enfant n'a pas comme projet De nuire à ses parents. d'aller jusqu'au bout des limites de ses parents. Si on regardait, vous voyez, certains, alors je n'ose pas dire le nom, mais certains courants idéologiques vont jusqu'à dire qu'il y a un enfant roi qu'on a laissé tout faire et qui va tester les limites du champ des possibles. Mais en réalité, ces enfants-là ne testent rien du tout. Ils ont juste une envie qui arrive, un problème de régulation de l'inhibition, ils vont juste aller jusqu'au bout de leur envie et parfois ça va mal se passer. Mais en fait, c'est important d'expliquer aux parents justement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il n'est pas de biais d'attribution, que mon enfant me veut du mal ou veut être en compétition avec Parce mon que ça autorité. supposerait une planification en fait. Eh ben oui, et il y en a pas. Mais oui. Donc en fait, il n'y a pas de projet. C'est ça qui est curieux. Il n'y a pas de projet de nuire, il n'y a pas de projet de faire mal. C'est juste qu'il y a un projet de faire. Et puis, c'est pas dans le contexte familial, donc ça va être gênant. Vous aviez un objet dans votre petit sac? Oui, mais c'est pas forcément pour. C'était plus pour faire la psy. Enfin, je m'en sers pour la psychoéducation des parents. On peut en ça parler. peut Oui, c'est un peu. Alors, voilà. je leur sors ça. Alors peut-être que, je sais pas si tu connais, le syndrome du Lego. C'est un Lego. Oui, j'ai Le syndrome du Lego. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome du Lego? C'est, on demande à Jérémy d'aller prendre sa douche ou d'aller prendre son bain, d'aller se laver les dents. Et en fait, il y va. Il est bien motivé pour y aller. Il a bien compris que... Alors, il a peut-être négocié, mais au bout d'un quart d'heure, il y va. Sauf qu'en chemin, il rencontre un Lego. Et donc, ça va prendre le dessus, parce que je trouve que... C'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. Mais je trouve que le concept du syndrome du Lego est intéressant, parce que le Lego en soi, c'est rien du tout. En fait, en soi, tout seul, on peut rien en faire. Et pourtant, ça a la faculté de bien représenter ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant qui a un TDAH, c'est-à-dire être distrait de son objectif premier par quelque chose qui est plutôt insignifiant. Et donc les parents, un quart d'heure après, reviennent, il y a un château fort, il y a un avion, il y a une petite ville qui commence à être construite, et quand on lui dit « Benjamin, tu fais quoi là ?»« Je joue. » Oui, mais tu devais faire quoi? Ah oui, la douche. C'est-à-dire qu'on n'a pas un problème de mémorisation de la consigne, mais on a une superposition dommageable de quelque chose qui parfois n'est pas du tout, c'est ma sœur qui est en train de lire, c'est je sais pas quoi, qui va me détourner de mon objectif initial et qui va conduire au fait que on va encore me reprendre et j'ai toujours pas réussi à gérer ce qu'on m'a demandé. Alors que j'ai fait un superbe avion. Lego. Et par contre, mes parents vont pas s'extasier sur mon avion, et ils vont me dire, la douche, on va encore être en retard pour aller au lit ou je sais pas quoi. La deuxième chose, c'est que je leur dis, voilà, c'est votre enfant. Bon. Pourquoi? Parce que c'est pour symboliser le manque de flexibilité mentale. C'est-à-dire que là, on a un enfant qui fait une planification d'objectifs. Par exemple, j'ai envie de lire mon livre, finir un chapitre ou je sais pas quoi. Et je leur dis, voilà le contexte. En fait, suivant le contexte, vous allez avoir des manifestations différentes. Imaginons que le contexte, il soit favorable. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est mon projet d'enfant qui a un problème de flexibilité. Si le contexte est favorable, il n'y a aucun problème pour aller jusqu'au bout. Maintenant, si le projet parental, les contraintes de l'environnement ne sont plus adaptées, alors à ce moment-là, mon projet rigide, il fonctionne plus. Et tout le travail, alors ça c'est à voir avec les parents, mais c'est de rendre flexible cette chose-là. C'est-à-dire, je l'ai pris en bois exprès aussi, je leur explique, parce que le bois, quand on le met dans l'eau, il peut s'assouplir. Donc en fait, c'est pas définitif et on peut faire des choses, sauf que ça va être un peu long. Et ce que je leur explique, c'est que quand l'enfant il rencontre ce contexte qui n'est pas adapté, alors s'il veut passer en force, ça casse. Et c'est le moment de la rupture. Alors, c'est très symbolique tout ce que je vous dis, mais le contre-exemple, je leur dis, voilà, ça c'est un enfant qui est un petit peu plus classique. Et alors, un petit peu plus classique, il est souple. Sauf que lui, il passe évidemment dans la première situation, mais il passe aussi dans celle-là. Et il va pouvoir aller jusqu'au bout, indépendamment de son contexte, parce que lui, il s'ajuste. Et ce que je leur dis, c'est, avec ce qu'on va voir ensemble, on va vous aider à aider votre enfant à passer d'un stade où j'ai une difficulté de flexibilité, donc là c'est un élément vraiment ciblé de
des fonctions exécutives à quelque chose qui s'assouplit et qui est moins gênant pour l'enfant, en fait. Voilà. Donc, c'est des petites choses. Alors là, on va revenir sur la manière d'aider les enfants et les adultes. On va passer aux adultes aussi. Mais du coup, on a fait une petite digression par rapport à ça. C'était pour la première partie. Et ça me fait penser qu'il y a une chose qu'on n'a pas développée, c'est la méthode Barclay. Vous l'avez évoquée à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais vous l'avez évoqué sans l'expliquer. C'est important de dire par rapport à la guidance parentale ce que ça peut, à quoi ça correspond en fait. La méthode Barclay, ça fait partie de ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. C'est-à-dire que c'est une méthode comportementale qui va permettre finalement, qui a une part de psychoéducation, c'est-à-dire qu'elle permet aux parents de mieux comprendre le trouble, le fonctionnement, et qui vise à donner des stratégies pour à la fois rétablir un lien de qualité avec la famille et avec l'enfant, et aussi à permettre d'entrer dans une démarche où on va aller vers un morcellement des tâches, l'utilisation d'enforçateurs, donc de petites récompenses, de choses comme ça, pour pouvoir permettre petit à petit de rééduquer, on va dire quand même l'enfant, pour lui permettre de mieux s'ajuster aux contraintes parentales. Enfin, aux contraintes de l'environnement, hein, d'ailleurs. C'est pas le seul programme qui existe. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, pendant le confinement, on s'est rendu compte d'une aggravation d'un certain nombre de choses du fait que ces enfants-là étaient contraints de ne plus pouvoir sortir, parce qu'ils ont vraiment besoin de pouvoir, d'être tous ensemble avec les contraintes familiales que tu viens d'évoquer et qui peuvent peser, parce que là, il y avait les parents plus les enfants. Et il se trouve qu'il y a un programme que j'ai suivi durant cette période qui s'appelle Triple P, qui va ressembler un petit peu à cette chose-là, au programme Barclay, et qui est basé sur le même type de conseils qu'on va donner aux parents, d'apprentissage qu'on va donner aux parents, pour faire en sorte que la relation parent-enfant soit moins tendue, moins difficile, parce que c'est vrai que ce qu'on vise aussi avec ces programmes-là, c'est d'éviter le burn-out parental. Parce que le burn-out parental avec les enfants TDA, il est il y a Triple P, il y a Incredible Years aussi, qui est un autre programme. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'en France, c'est Barclay qui est le plus populaire. Oui. Pour des raisons historiques, je pense, voilà. Ah oui, oui. Mais c'est une des parties. Après, il y a ce que je disais aussi, c'est que dans les guidances parentales, il y a aussi les approches collaboratives qui sont très utilisées en Suède, dans les pays du Nord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, les approches qu'on appelle collaboratives, on sait que finalement, l'idée, c'est de dire que ce qui va aider l'enfant TDAH, c'est de voir que ces difficultés ne sont pas liées à un déficit, un manque à rééduquer, mais qu'on va se poser la question en disant, tiens, finalement, c'est un problème à résoudre. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lui permettre de mieux comprendre sa difficulté, c'est-à-dire mieux comprendre lui comment il vit les choses, quelle est sa représentation des choses, et de permettre et de donner aux familles des outils extrêmement précis pour pouvoir faire de l'écoute active et entrer dans une dynamique de résolution de problèmes qui soit collaborative et proactive. Donc du coup, ce sont des approches qui sont quand même validées autant que Barclay, on a exactement le même niveau de preuve. Ce qu'on attend aussi de ces approches-là, c'est vraiment une rééducation, on va dire. C'est-à-dire que finalement, quand l'enfant va se poser la question des attentes qui lui sont posées ou des problèmes à résoudre, du coup, ça l'oblige à prendre la perspective de l'autre. Ça l'oblige à prendre conscience lui-même de ses difficultés. Ça permet du coup de lui faire gagner aussi au niveau cognitif des compétences en termes d'expression, en termes de prise de perspective. Donc du coup, ce sont des approches qui sont intéressantes et qui le sont, ce que je disais, en fait, d'autant plus que les difficultés comportementales externalisées sont importantes. Donc c'est des approches qui sont moins développées en France. C'est vrai qu'en France, on est plus sur les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Les approches collaboratives, je pense que parce que comme les pays du Nord, ils ont quand même une démarche de prise en compte aussi de la qualité de vie de l'enfant qui sont beaucoup plus anciennes. Je pense que du coup, ces outils-là ont été beaucoup plus développés dans ces pays-là, mais c'est des approches qui sont validées à part égale, en fait. Surtout que si les enfants se font engueuler toute la journée à l'école, les parents se font engueuler aussi, hein. Eh ben oui. Par l'éducation nationale. Oui. Les parents sont responsables. On leur demande d'agir à la maison. Voyez, c'est-à-dire que aujourd'hui, Benjamin, ça n'a pas été terrible à l'école, donc il faudrait que vous recadriez un petit peu. Et moi, je dis souvent aux parents, écoutez, vous allez voir lundi matin la maîtresse, et vous lui dites, écoutez, Benjamin, ce week-end, c'était infernal, donc si vous pouviez faire que le week-end prochain, ça se passe mieux. Ce serait cool. Alors concrètement, comment est-ce qu'on accompagne
J'aimerais justement que Nathalie et Jacqueline, vous parliez de la... Alors toi, parce que tu les accueilles en classe, et Jacqueline, parce que tu développes des stratégies d'éducation spécifiques pour les enfants TDAH. Est-ce qu'on pourrait commencer comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour accompagner ces enfants? Tu y reçois des familles à bout? C'est ça. Parfois. Alors, comment ça se passe? Je vais rebondir sur l'origine socio-culturelle des familles, parce qu'elles, en fonction de leur origine, le regard qui est porté sur la parentalité diffère. Un enfant un hyperactif qui vient d'un milieu social défavorisé, on va évoquer, notamment l'éducation nationale évoque la mise en danger. La mise en danger qui rappelle en fait un certain nombre de concepts, c'est-à-dire que c'est un enfant roi, c'est un enfant qui a autorité sur ses parents et qui malheureusement peut être placé en famille d'accueil. Donc on a des situations qui sont gravissimes. Par rapport aux stratégies cognitivo-comportementales, j'évoquais tout à l'heure la notion d'inférence. L'inférence, c'est l'énergie qu'on va dédier pour accomplir une tâche. À chaque fois, je fais en sorte que la tâche qui va être soumise à l'enfant soit réussie tout de suite. Parce que dès lors que la tâche qui est soumise, au moyen de... Soit, alors si on est sur le versant des comportements... Tu interviens en soutien scolaire. Alors, j'interviens sur le cadre du soutien scolaire, et plus particulièrement dans le domaine des mathématiques, mais aussi sur le champ du comportement. Sur le champ du comportement, c'est-à-dire concrètement, c'est comment on va ritualiser un certain nombre de tâches quotidiennes, comment on va faire en sorte que les devoirs s'accomplissent de façon ritualisée et récompensée, et de faire en sorte que le premier exercice qui est donné soit réussi immédiatement. Parce que dès lors que l'exercice est réussi immédiatement, l'enfant nourrit une satisfaction et a envie de recommencer. Alors sur le versant comportemental, les stratégies qui sont faites pour les enfants autistes nous servent aussi. J'aime à dire que lorsqu'on aménage le trottoir à l'usage des personnes à mobilité réduite, tout le monde emprunte ce trottoir. Et bien d'un point de vue éducatif, c'est pareil. Donc ce qui existe pour les enfants autistes est mis au service aussi des enfants qui ont un trouble déficitaire d'attention. Par exemple, alors je vais simplifier, lorsque tu rentres, t'enlèves tes chaussures, tu te laves les mains et tu goûtes. Bien, le fait de le dire à l'oral, ça rentre par une oreille et ça ressort de l'autre. Ça met à l'épreuve en fait la patience d'un adulte. Eh bien, on va utiliser des pictos qui soient visuels, qui soient à portée de regard, et que dès lors que l'enfant a accompli sa première tâche, c'est-à-dire j'ai enlevé mes chaussures, je le récompense et je matérialise la satisfaction par un picto. Définir également des récompenses, c'est-à-dire que par anticipation, on dit à l'enfant, voilà, si tu arrives à enlever tes chaussures tout de suite, ou en sortant de l'école, eh bien, je définis avec toi, tu auras 3 points. Ces 3 points sont matérialisés par une récompense. Tu as un peu plus de temps de jeux vidéo. Enfin, c'est quelque chose qui se négocie, qui se définit par anticipation avec l'enfant. En fait, tu recherches la satisfaction, enfin la motivation qui fonctionne pour chacun d'entre nous, et tu l'entretiens pour obtenir des stratégies de... Tout à fait. Voilà. Et la voie d'accès, c'est une voie visuelle, c'est-à-dire imagée, parce que ces enfants ont une mémoire auditive qui est très lacunaire, c'est-à-dire que très souvent on s'adresse à eux comme on s'adresserait à n'importe qui, alors que le traitement du signal est très court et malheureusement est oublié. Et donc on répète plusieurs fois la consigne. Cette consigne, elle met à l'épreuve, comme je le disais, la patience de l'adulte et suscite génère des conflits intrafamiliaux. Donc l'idée c'est de définir avec précision, et avec l'enfant et avec la famille, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? Alors, j'adore parce que qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? L'idée, c'est de récompenser. C'est ça. Voilà. C'est de récompenser une attitude normalement attendue. Ce sont des enfants qui sont toujours sanctionnés en raison de leur handicap. C'est-à-dire que ils sont sanctionnés parce que ils n'ont pas accompli ce qu'on attendait d'eux. Eh bien, on va définir précisément ce qu'on veut voir apparaître. Par exemple, tu dis bonjour quand tu vois ton copain. Tu sors ta trousse, par exemple en classe, on a un protocole, un rituel, alors sous forme de picto. Alors l'idéal, ce serait de pouvoir mettre en place une collaboration avec les paramédicaux et l'éducation nationale, et aussi au niveau du sport, parce que au sport, ces enfants, malheureusement, sont exclus systématiquement de toutes les activités sportives. Et donc, en définissant un protocole qui marche à la maison, on peut le décliner à l'école,
on peut aussi le décliner dans une activité sportive et informer les éducateurs, informer les AVS, informer de toutes ces stratégies qui sont novatrices. Et pour l'enseignement des mathématiques? Alors l'enseignement des mathématiques, j'adore. Alors je vais vous donner une image. Comme on sait qu'il y a des difficultés en fait au niveau des synapses, on a vocation à dire que pour faire des mathématiques, il faut apprendre ces tables de multiplication par cœur. Or, ce sont des enfants qui ont des difficultés de maintien. Autrement dit, pour aller du point A au point B, on considère que l'apprentissage par cœur de la table de multiplication, c'est le circuit le plus court. Or, c'est vrai vu du ciel, mais c'est faux vu du sol. On a 10 km de dénivelé positif, donc lorsqu'on a à franchir ce col, on ne franchit pas cette ligne droite, au contraire, on utilise des circuits courts, c'est-à-dire des stratégies de contournement. Donc j'ai inventé une multitude de stratégies, notamment les tables de multiplication, qui se construisent selon un algorithme un petit peu singulier, qui est complètement étranger et complètement singulier pour quelqu'un qui a appris ces tables de multiplication. Pour autant, cette stratégie qui peut être un peu singulière permet à cet enfant, en fait, de révéler ses potentialités. Et dès lors qu'il comprend qu'il est capable d'accomplir quelque chose pour lequel il était condamné, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire, eh bien, il voit que finalement, il existe une multitude d'autres chemins. Autrement dit, nous avons en fait à inventer de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles stratégies. En utilisant ces moyens de contournement, l'enfant qui apprend autrement et qui se sent très vite compétent sur un concept réputé compliqué, il se range au même rang que ses autres camarades, on alimente le facteur motivationnel et ensuite on propose petit à petit des tâches de plus en plus complexes selon une stratégie, une modalité différente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, t'as presque fini. Super. 1, 2, 3, 4, 10. Bravo Ryan. Maintenant, du coup, grâce à la table de 3, on va pouvoir faire 3 fois 5. Ça fait combien? 3 fois 5. 15. Bravo. 3 fois 3. 3 fois 3, 9. Ok. On mobilise une stratégie oculomotrice, c'est-à-dire que je donne un parcours spécifique à l'enfant. J'utilise en fait un écran, c'est-à-dire une vidéo qui permet en fait de filmer la stratégie. Et l'enfant, plutôt que d'apprendre sur une trace écrite, il révise sa stratégie sur une vidéo sur un tuto qui ne dure que 3 minutes, et on s'aperçoit que l'enfant apprend très vite. Parce que là, en fait, on utilise toutes les voies d'apprentissage, y compris tout ce qui est la voie de la mémoire, mais aussi tout ce qui est audition, visuel, le toucher, aussi. La palpation, on peut utiliser le mouvement. Donc les vidéos, ça permet aussi d'intéresser l'enfant, de toucher à sa motivation. Donc là, on est sur différentes voies d'apprentissage qu'on va mixer. Et tout ça, ça va permettre à l'enfant de construire ses compétences et ses connaissances. Évidemment, plus tôt le trouble est repéré et plus vite on peut mettre en place des choses pour que l'enfant ne soit pas en échec dès l'école primaire, parce qu'un enfant qui va être en échec à l'école primaire, il va être orienté sur de l'ULIS, sur de la SECPA, voire sur de l'ITEP quand on a des troubles de comportement. Il faudrait que tous les enseignants soient formés à la reconnaissance des troubles d'apprentissage, puisque c'est le métier de l'enseignant d'apprendre. Donc forcément, on devrait connaître les troubles d'apprentissage et le fonctionnement cognitif. Quelle façon de faire concrètement pour que ce soit un peu explicite et imagé? Est-ce que par exemple le fait de permettre à l'enfant de bouger, enfin je veux dire même tous les gamins, surtout à l'âge du collège, doivent rester les fesses sur une chaise toute la journée. C'est extrêmement pénible d'ailleurs pour tous les enfants et pas seulement pour les enfants hyperactifs. Est-ce qu'il y a des classes où les enfants sont autorisés à parler entre eux, sont autorisés à bouger?
Est-ce qu'il y a des gadgets, il y a des outils aussi, du vélo, des choses comme ça? Est-ce que ce sont des gadgets ou est-ce que ça peut avoir une vraie utilité? Il y a effectivement des classes expérimentales, mais qui sont encore très rares, où on va avoir des ballons, où les enfants vont être donc assis sur les gros ballons, hein, où ils vont pouvoir bouger, où ils vont avoir des fois des fidgets, c'est des petites choses qu'ils peuvent manipuler en classe. Alors après, les fidgets, ça peut aider, ou ça peut faire l'inverse, c'est-à-dire que ça va le détourner. Après, il n'y a pas une méthode magique qui va marcher avec tous les enfants. Tous les enfants sont différents. Oui. Donc, on va avoir des approches différentes selon les enfants. C'est là que c'est extrêmement important d'avoir cette coéducation. Parce que ça doit être individualisé. Parce que ça doit être individualisé et qu'il n'y a pas de méthode miracle, ça n'existe pas. Alors moi, j'ai la prétention d'affirmer que lorsqu'on définit d'un point de vue pédagogique et la question de la formation initiale et continue des enseignants est indispensable. On ne peut plus enseigner sans savoir comment le cerveau traite les informations. Or aujourd'hui, on a recruté des experts dans différents domaines, c'est-à-dire qu'ils sont experts en français, experts en mathématiques, mais c'est pas parce qu'on est expert dans ce domaine qu'on sait transmettre. Or, si on a un enfant qui a une concentration limitée, on peut pas lui demander d'être plus attentif. En revanche, on peut bâtir sa pédagogie, son cours, en fonction de ses propres besoins à lui. Autrement dit, on peut définir un cours très simple, épuré, appuyé de couleurs, favoriser l'anticipation, la programmation, l'inhibition, toutes ces choses-là qui sont propres en fait au trouble pour que les enseignants puissent se saisir de ces outils et se saisir aussi de ces concepts. Parce que d'un point de vue pédagogique, si on donne des exercices où on met à l'épreuve la planification, l'organisation, et qu'on demande à cet enfant d'exécuter des tâches pour lesquelles, pour le moment, il ne sait pas faire, eh bien, on le condamne à l'échec. Alors que si on forme les enseignants sur ces mécanismes-là, qui les amènent en fait à revoir leur façon d'enseigner, c'est quand même fou, c'est que entre 1960 et aujourd'hui, si on regarde autour de nous, absolument tous les produits ont subi une modification en profondeur. L'ergonomie, le téléphone, on voit que le téléphone de 1960 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Par contre, la pratique éducative, la pratique enseignante, elle n'a pas été modifiée. C'est empiré sur certaines choses. Parce que quand même, la sanction, la frustration, la sanction, l'hyper-abstraction. On s'aperçoit qu'à l'école maternelle, il y a énormément de choses sensorielles qui font que, et des choses multimodales, ce qui fait que les enfants peuvent manipuler, toucher, bouger, faire des trucs. Dès qu'il y a plein de gamins qui sont largués, dès qu'on rentre au primaire, parce que ça y est, on est dans le domaine de l'hyper-abstraction, et tout l'enseignement est oral. Et c'est vrai que même les enfants qui s'en sortent, ils sont pas heureux, en fait. Et il y en a beaucoup, indépendamment du trouble, qui passent à la trappe. Donc c'est ça. Je pense que c'est important de le dire. C'est comme dans l'autisme, dans toutes les stratégies d'adaptation, elles bénéficient à tous les enfants. Alors j'ai eu la chance de vivre une démarche expérimentale dans un collège où j'ai eu la prétention d'affirmer qu'il était possible et même nécessaire d'adapter un concept, un cours notamment par exemple la proportionnalité, qui est un concept réputé complexe, qui met à l'épreuve pour l'enfant déficitaire en attention et avec impulsivité des difficultés inhérentes à ce concept. Donc en mettant en place des stratégies qui s'adressaient à lui en particulier, c'est toute la classe qui a tiré le bénéfice. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent lorsque je simplifie la tâche, lorsque je procède à des entraînements, on me dit oui mais peut-être que l'enfant qui réussit bien va s'ennuyer. Eh bien justement, j'ai interrogé donc les élèves qui réussissent très vite. La réponse m'a été fournie par ces élèves en me disant ce qui est bien, Jacqueline, c'est que on a appris tous en même temps. Et si c'était simple a priori, ça peut paraître un peu enfantin, ce qui est bien, c'est que mon copain, qui est très souvent mon meilleur copain, qui est malheureusement celui qui est en difficulté, a réussi. Non seulement on alimente la conscience collective, cette fameuse unité qu'on cherche à développer, et en plus on permet à tout le monde de réussir. Ce que je reproche un peu dans la pratique éducative, c'est qu'on pense à tort que en mettant la barre à 3 mètres de haut, oui, on va tirer le niveau vers le haut. C'est l'inverse qui se passe. Exactement. Alors que si on place la barre de saut en hauteur à 1 mètre pour permettre à l'enfant le plus en difficulté de réussir, et petit à petit, avec cet enfant-là,
par rapport au groupe classe, on progresse, on augmente le niveau d'exigence, tout en valorisant et tout en récompensant. C'est pour moi la classe idéale. Il y a un spécialiste des troubles des apprentissages aux États-Unis qui finalement fait une étude observationnelle sur les enfants qu'elle a suivis toute sa carrière et qui ont des troubles des apprentissages. Elle disait que dès ce qu'elle avait observé pour elle, le meilleur facteur de prédiction d'insertion sociale et professionnelle, c'était la capacité des adultes, tous ensemble, à se mettre autour de la table pour trouver des solutions qui soient élaborées avec l'enfant. Et c'est ce que tu disais avec l'histoire de la co-construction. Et ce qu'elle dit, c'est le respect. C'est-à-dire que l'enfant ressente une atmosphère de respect. Et elle disait ça pour tous les troubles. Elle a dit, voilà, c'est le meilleur prédicteur, d'abord parce que ça permet justement de faire des réponses qui ne soient pas des réponses pour le trouble, mais des réponses pour l'enfant, parce qu'il y a des enfants TDAH qui ont besoin de choses épurées, puis il y a des enfants TDAH qui ont besoin de bruit. Respecter son profil, sa spécificité. Voilà, tous les enfants TDAH ne se ressemblent pas. Et elle disait surtout, ça évite ce qu'on appelle les cascades développementales. C'est-à-dire un enfant qui a un trouble attentionnel, qui va être brimé, qui du coup va faire une dépression, qui du coup va entrer dans une logique de trouble des conduites. Et pour elle, elle disait voilà, le seul prédicteur qu'elle a trouvé finalement, au-delà de la technicité des prises en charge, c'était vraiment la co-construction et l'atmosphère de respect que l'enfant pouvait ressentir avec les adultes qui l'accompagnaient. Et ça, je pense, c'est pareil pour le TSA, c'est pareil pour tout, hein, finalement. Pour abonder dans le sens que tu développais, j'avais proposé à une famille de dire qu'en classe, il pouvait être intéressant d'utiliser le timer qu'ils utilisaient à la maison. Le timer, un petit appareil pour visualiser le temps qui passe à mettre une tâche, à faire une tâche, pardon. Et j'avais dit à la maman, comme vous l'utilisez à la maison, ça fonctionne vraiment bien parce que c'est vraiment une aide à la planification de la tâche ou à l'organisation et à la gestion du temps, transférez-le à l'école, notamment pour les devoirs, parce que c'est un enfant qui était trop long parce que rêveur à faire ses dessins, trop long parce que perturbé par les stimulations extérieures pour faire les exercices qui étaient demandés, donc timer à l'école. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a d'autres élèves qui ont dit « Mais maîtresse, est-ce que vous pourriez pas le mettre sur votre bureau pour que nous aussi, on le voit, parce que ça nous aide aussi ». Et en réalité, l'école inclusive, c'est un petit peu comme la pédagogie bienveillante. En fait, c'est de la pédagogie tout court, et c'est de l'école tout court. Pour le handicap, finit par bénéficier à tout le monde. En fait, ça finit même pas, ça devrait être la base ça devrait dans laquelle... de la gestion de classe. Voilà, c'est de la gestion de classe tout court, et ça devrait faire partie de la base. Moi, j'aimerais vous montrer des petits trucs que j'ai amenés, dont je me sers pour faire voir aux parents, parce que souvent ils me disent en classe qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en classe. Alors attention, c'est plutôt en primaire qu'on va l'utiliser, mais pourquoi pas au collège, au lycée peut-être moins, parce que vous allez peut-être voir, mais je vous en montre 3 qui peuvent être utilisés, mais qui illustrent ce que tu disais tout à l'heure. Alors il y a 2 exemples et un contre-exemple. Il y a ça qui est une balle en mousse que je peux avoir. Il y a des élèves qui me disent moi j'aime bien avoir un machin que je tripote. Alors la condition, on en fait une règle en classe, c'est que je la lance pas aux voisins. On fait pas du basket, d'accord. L'avantage, c'est que si elle tombe, elle fait pas de bruit, parce que on a quelques TDA maladroits. Bon, il y a aussi ça qui fait pas de bruit, que je peux tripoter dans tous les sens pendant des heures, et ça va pas faire de bruit, mais comme je peux avoir du mal à rester les mains inactives, je vais utiliser ça. Par contre, j'ai amené ça comme contre-exemple parce que les parents me disent, est-ce que je peux amener un Rubik's Cube? Alors, c'est vrai que ça fait pas trop de bruit, mais ce qu'il faut plutôt savoir, c'est qu'on peut faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire, même les hommes, c'est-à-dire écouter l'enseignant et tripatouiller quelque chose. L'embêtant, c'est qu'il ne faut pas que ce soit à charge cognitive élevée. Oui. C'est-à-dire que faut pas que ça devienne un distracteur. Voilà. La frontière est ténue. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des parents qui peuvent prendre ce petit truc en se disant, tu pourras tripoter ce truc-là et puis le faire bouger. En fait, non, parce que ça, la charge mentale, elle est très faible, même si je le tripote dans tous les sens. Ça, c'est pareil, parce que je vais pas en faire grand-chose. Alors que ça, je vais gérer les couleurs, je vais gérer les formes, je vais vouloir faire des trucs rigolos, et là, je suis en train de me perdre parce que je fais une charge cognitive importante. Il faut que l'activité soit automatisable. Et là, elle l'est. Là, elle ne l'est pas. Ça soulève aussi une chose, c'est que on a tendance dans le système scolaire à dire pour te concentrer, il faut que tu sois immobile. Non. Et
focus. Mais moi, enfin, qui suis pas TDAH, je me concentre parfaitement quand je suis mobile. Et quand je dois faire quelque chose qui est qui suppose une charge intellectuelle lourde, eh ben, je vais marcher. Et je marche parfois des heures. Et ça me fait énormément de bien. Et j'ai besoin de marcher et de bouger pour pouvoir me concentrer. C'est pas parce qu'on marche et qu'on est actif qu'on n'est pas attentif, pas du tout. Au contraire, parfois, ça demande une telle charge de rester immobile, surtout quand c'est des gamins à 8 heures par jour tout le temps, hein, c'est l'horreur. Ça demande une charge ça détourne leur attention. Ah ben complètement. C'est-à-dire que si on me demande de rester assis, alors à table, c'est pas très très grave, mais si on me demande d'empêcher, donc d'inhiber, parce que c'est une charge, hein, c'est une activité à faire, d'inhiber. Parce que c'est pas naturel de rester assis sur une chaise pendant des heures. C'est pas naturel. On peut dire que globalement c'est pas humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour l'école. Oui. Mais non, mais on n'est pas fait pour l'école, on est fait pour la cour de récréation. Oui. Vous voyez, en fait, l'école n'est pas naturelle, c'est quelque chose de très récent en plus dans le développement de l'humanité, même si chez les Grecs, l'école péripatéticienne faisait qu'on bougeait dans la ville, en fait, en même temps qu'on entendait l'enseignement du maître, c'est-à-dire qu'on se déplaçait, et même avant, à l'école, il y avait beaucoup plus de manipulation et de déplacement. Et je pense que ça manque énormément, à la fois pour multiplier les ancrages, comme tu en as parlé tout à l'heure, plurimodaux, c'est-à-dire que je fais pas que écouter ou voir des supports passifs. Oui, mais oui, c'est-à-dire que la manipulation, elle est, enfin, à mon sens, hein, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que certains enfants vont avoir besoin de bouger, mais je pense que tous pourraient aimer lire debout sur leur table. En primaire, alors c'est souvent plus accepté, mais on a encore des enseignants qui disent que l'enfant de CP qui ne reste pas assis n'est pas dans sa posture d'élève, mais en réalité, qu'est-ce qu'on vise? Qu'il soit assis et qu'il fasse le jeu de la statue, ou qu'il apprenne des choses, qu'il ait des acquisitions scolaires. C'est quoi la posture d'élève? Je pense que c'est plutôt la seconde. Mais rester assis n'est pas une posture d'élève. Et donc, on peut utiliser ces petites choses-là. Alors, je sais pas trop si vous avez des retours. Moi, j'en ai quelques-uns. Ça fonctionne un peu. C'est pas une panacée. Mais juste, je voulais dire que si on les utilise, faut pas prendre ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire aussi que ça soit pour leur moment des devoirs ou en classe, il vaut mieux un livre, un cahier, un stylo, pour qu'il n'y ait pas genre une trousse, ou parce que dans la trousse, il y a des univers incroyables. Il y a des compas, des gommes, des cutters, des règles inclassables, que les TDAH se font forts de voir jusqu'à quel point elles sont incassables. C'est ça. Ils y arrivent, et donc elles sont pas incassables, et donc tout un tas de choses qui sont pas nécessaires et qui peuvent être régulées. À condition d'avoir des TDAH qui fonctionnent mieux sans distracteur. Ah ben... On est d'accord. En fait, c'est pour ça que c'est du... C'est ça. C'est parce que moi, je connais aussi beaucoup d'enfants TDAH. Vous les mettez avec une table blanche sans distracteur. Ils restent 3 secondes assis. Et après, et puis même parfois, il y en a, on va vous dire, le distracteur interne peut même prendre le dessus sur le distracteur externe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de distracteur externe, non, mais ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment la co-construction des solutions avec l'enfant. L'observation de ce qui marche. C'est très important. Chaque profil est adapté. Oui. Ça, c'est aussi la théorie des psychanalystes. On va mettre tout le monde dans des cases. Vous êtes trop protocolaire, machin. Au contraire, non, c'est le respect de la différence de chacun. On n'a pas parlé, mais il y a beaucoup de familles d'enfants TDAH, notamment depuis qu'ils sont sous observation par rapport à l'autisme, les psychanalystes, les psys formés à la psychanalyse, ils se sont un peu reportés sur l'autre population des troubles neurodéveloppementaux. Et il y a énormément de familles, enfin d'enfants qui sont placés à tort et de familles qui sont incriminées aujourd'hui, et notamment les familles, toutes les familles qui ont des troubles, qui ont des problématiques sociales ou des familles issues d'immigration, qui possèdent pas bien le français, qui n'ont pas forcément les ressources X ou Y pour faire face à cette adversité. Ces enfants-là sont placés en priorité, et c'est dramatique. Les associations d'ailleurs de parents d'enfants hyperactifs ont tous un chapitre sur que faire en cas de signalement. C'est ça. C'est un classique des obstacles. Et les signalements, d'ailleurs, quel que soit le logiciel de pensée en fait des enseignants, ça vient aussi, voilà, l'enfant qui perturbe la classe, à un moment donné, on signale pour s'en débarrasser, au lieu de revoir toute la stratégie d'enseignement. On peut aujourd'hui sortir fraîchement diplômé d'une école de formation des maîtres, ça s'appelle plus comme ça, mais peu importe, sans avoir eu une seule heure sur le TDAH. C'est possible. Aujourd'hui, il y a un prof qui sort de l'école, qui est diplômé, il n'a pas entendu, ne serait-ce qu'entendre le mot TDAH. Il va être temps de parler des adultes, et je pense notamment aux nombreux adultes non diagnostiqués
qui se retrouvent avec des difficultés colossales dans leur vie quotidienne et dans leur vie au travail, ou à planifier les tâches, ne serait-ce que pour la vie familiale. Je sais que vous aidez les adultes. Vous avez une prise en charge particulière pour les adultes, ce qui est assez rare encore en France, hein, parce qu'on s'occupe des enfants. On commence à s'occuper des enfants, mais il y a beaucoup d'adultes en déshérence. Comment est-ce qu'on peut venir en aide aux adultes? La première chose, c'est qu'on les envoie voir un psychiatre qui pourra poser le diagnostic et éventuellement mettre en place un traitement si c'est nécessaire, puisque quand même, ça reste voilà, la base. Après, je vous dirais, ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. D'abord, ça dépend aussi des comorbidités qu'il peut avoir, parce que c'est vrai que parfois, quand les personnes arrivent, elles vont avoir une problématique d'addiction, une problématique d'impulsivité, de violence, de dépression, qui peut-être d'abord, nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord de travailler. Si la personne, elle a une addiction extrêmement massive, on va déjà aussi l'aider par rapport à cette problématique d'addiction. Si la personne est déprimée, c'est quand même aussi important de prendre en charge la dépression. Donc je pense que là, et ça c'est aussi avec le médecin, psychiatre qui suit la personne, de pouvoir nous orienter aussi en nous disant quelles sont les priorités thérapeutiques. Ensuite, je pense qu'il y a des thérapies actuellement qui sont assez validées, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, avec notamment ce qui a l'air assez prometteur, c'est les thérapies qu'on appelle de troisième vague, c'est-à-dire les thérapies d'acceptation et d'engagement, qui incorporent aussi un travail sur les stratégies de pleine conscience. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne à la fois de travailler sur l'acceptation de son fonctionnement, et puis de pouvoir finalement travailler aussi sur ses valeurs, puisqu'on sait que finalement chez l'adulte, un des facteurs qui contribue à l'autorégulation, c'est le fait de pouvoir rattacher le comportement immédiat qu'elle va avoir à des valeurs qui sont extrêmement fortes. Et donc du coup, l'idée à ce moment-là, c'est vraiment de faire ce travail de clarification des valeurs, des choses qui sont importantes, pour lui permettre de voir le sens de son action par rapport à ses valeurs. Il y a aussi tout un travail qui est extrêmement important d'empowerment, c'est-à-dire de permettre à la personne de comprendre son trouble pour pouvoir, au bout d'un moment... Récupérer de l'estime de soi. Je pense que quand on est un adulte qui s'est construit sans savoir son trouble, les personnes doivent avoir une estime de soi désastreuse. Ça dépend. Je pense qu'il faut, on peut pas. C'est pas systématique. C'est souvent, ça fait partie des facteurs qui sont associés. Mais après, je vous dis, il n'y a pas un TDAH, il y a des personnes avec ce trouble-là. Souvent, ce qui est important quand même pour les gens, quand il y a une annonce tardive de diagnostic, on a un travail de deuil qui est un peu comparable au fait de perdre quelqu'un. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on observe, c'est un moment de sidération. La personne, elle veut pas croire, elle pense que les gens se sont trompés. Ou alors, elle peut être très soulagée aussi. Mais bon, et puis, il y a un moment aussi où il va y avoir la colère. Puis on se dit, tiens, pourquoi les autres m'ont pas aidé? Pourquoi j'ai été punie injustement? Il va y avoir un moment où elle essaie de reconstruire aussi toute sa vie, en se disant, souvent en faisant le bilan de toutes les opportunités qu'elle a manquées à cause de son trouble. Donc ça, c'est vrai que c'est des passages qui peuvent être extrêmement douloureux. Donc c'est important, du coup, de pouvoir aider la personne à redonner un sens positif à tout ça, à pouvoir se réapproprier son histoire. Il y a tout un travail qui est intéressant aussi, qui consiste à se connaître soi-même. Parce que finalement, quand spontanément, les gens vont décrire un hyperactif, ils vont lui dire, toi, t'es souvent dans la lune. Et en fait, souvent, ce que les gens connaissent d'eux-mêmes, c'est leur trouble. Parce que ce qui les différencie des autres, c'est leur trouble. Et il y a un moment qui est vachement intéressant, et ça, je trouve que quand on arrive à pouvoir inciter les personnes à se mettre en lien avec des associations de patients, elles vont apprendre à comprendre quelle est leur personnalité et ce qui est associé au TDAH. Parce que c'est vrai que le TDAH, et là, je pense que c'est comme le TSA, c'est-à-dire que la personne, c'est pas il y a le TDAH et elle. Le TDAH, ça façonne la personne. C'est-à-dire qu'on sait que les TDAH, ils vont être davantage sur des musiques qui sont très, 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 très rythmées parce que ça correspond finalement à leur niveau d'activation. Et donc, du coup, c'est un moment qui peut être un peu flippant quand on se dit « Ah, mais finalement, j'aime la techno. Ah oui, mais tous les TDAH aiment la techno. Ah oui, mais finalement, je sais pas, moi, j'ai besoin de bouger. Ah mais oui, mais tous les TDAH sont comme ça. » Et donc, du coup, il y a ce moment qui peut être un petit peu, difficile où on se dit « Mais qui suis-je ?» Parce que si le TDAH, c'est ce ce qui ressort le plus, du coup, moi, qu'est-ce qui fait que je suis différente de tel TDAH ou tel TDAH? Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un travail qui est important et qui est très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est très déstabilisant, c'est que justement, quand on leur dit que tous font ça, alors donc je ne suis pas vraiment libre de faire mes choix musicaux. Et ce qui est aussi intéressant et que je fais pas mal lorsque c'est le cas, c'est quand la personne est en couple, et que notamment le ou la conjointe n'est pas concernée, pouvoir lui expliquer
le trouble du conjoint. Je pense à un couple où le monsieur n'est pas vraiment concerné et c'est la femme qui l'est un peu plus. Et ça crée des tensions très importantes. Alors, au niveau de la gestion du quotidien, au niveau de la gestion des enfants, parce que un adulte TDAH ne gère pas le quotidien des bruits des enfants, de l'agitation des enfants, de la même façon s'il a le trouble ou pas. Et je pense que c'est très important aussi d'aider le conjoint à comprendre que celui qui est atteint par le TDAH ne le fait pas exprès, n'est pas désinvolte ou ne se moque pas de la situation de couple ou de famille et qu'il prend la chose à cœur, sauf que certaines de ces caractéristiques vont faire qu'il est en difficulté. Je voudrais qu'on donne de l'espoir aux gens aussi, que par rapport aux parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est TDAH, par rapport aux adultes qui viennent de le découvrir, il y a des choses à faire pour s'en sortir. Alors j'aime à dire en fait que c'est le grain de riz qui fait le sac de riz et aujourd'hui on est là réunis avec des profils, des métiers différents, ce qui signifie clairement que nous avons besoin d'être plusieurs dans la prise en charge, dans l'accompagnement, dans la connaissance et dans la mise en œuvre des stratégies à réinventer et à mettre en place. Ça, c'est mon vœu. Si effectivement l'annonce de cette particularité peut être problématique, je pense que ce qu'il faut aussi penser, c'est que oui, ça sera un engagement des parents, oui, ça sera un engagement du jeune, mais je pense, pour le voir régulièrement, qu'il y a des améliorations et que ça vaut le coup de faire des choses, même tardivement, il n'est jamais trop tard, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte. Il y a vraiment des choses à faire. Par contre, effectivement, ça demande un petit peu d'engagement et de boulot, c'est vrai. Oui, on a effectivement des améliorations, avec notamment depuis récemment de très nombreux addictologues qui sont formés au TDAH, qui prennent en charge le TDAH des adultes. Donc il faut prolonger cette formation des professionnels, de tous les professionnels de l'enfance et des troubles des adultes. Effectivement, l'annonce du diagnostic, elle peut être difficile, mais je pense que ce qui est important, c'est de dire que ce n'est pas un handicap de ce point de vue-là tellement grave, parce que même si ça peut être extrêmement handicapant, ça reste un fonctionnement qui a des points forts. On peut aussi vivre une vie très épanouie quand on a un trouble de l'attention, faire des choses passionnantes. Et j'espère qu'à terme, on va de plus en plus mettre l'accent dans notre travail, à nous, en tant que professionnels, sur la qualité de vie. Parce qu'un enfant et un adulte TDAH, ça reste avant tout un adulte et un enfant. Et que quand même, le meilleur prédicteur pour la vie d'une personne, c'est le fait qu'elle puisse être heureuse. Et moi, j'espère qu'à terme, on va viser davantage la qualité de vie et moins les difficultés et les handicaps. C'est un merveilleux mot de la fin. Merci à tous. C'était positif, du coup. Absolument. Merci à tous.